Il y a un autre sujet sur l'écologie. Tu sais, on entend souvent des pratiques qui sont mises en avant pour essayer de réduire à chacun son empreinte carbone. On entend souvent que c'est une bonne chose de supprimer les mails, par exemple, de sa boîte mail. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors non, les mails, non. On va la faire courte. Ouais. C'est vider l'océan à la petite cuillère. Hein, voilà. Donc on peut le faire. Ça, on se fait plaisir. On se dit qu'on a fait quelque chose pour la planète, mais en fait pas vraiment. C'est pas la peine de se casser la tête avec ça. Alors après, on peut dire pour des questions d'hygiène mentale ou tout ce que tu veux, c'est bien de ranger son bureau. Voilà, c'est bien de ranger sa boîte mail. C'est pour des questions d'organisation personnelle, d'accord? Très bien. Mais ça vaut pas le coup de. Ou alors si on a reçu un mail énorme qui prend trop de place sur le disque, pourquoi pas. Mais ça va pas changer les choses pour la planète. T'as des chiffres pour donner une comparaison? Oui, par alors exemple pour donner une comparaison, un disque dur. Alors j'ai pas apporté de matériel, je suis désolé. Non, bah, Mais un disque. Enfin, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les serveurs, il y a rien de magique dans les serveurs de courrier électronique qui sont utilisés par les entreprises ou par les grosses compagnies comme Google. C'est des serveurs qui sont très similaires à un PC de bureau en fait. Hein. Donc tout est l'industrie de fabrication de ces matériels-là est ultra standardisée et à peu de choses près, les composants, les processeurs sont quasiment les mêmes ou les mêmes que ceux que tu trouves dans ton PC chez toi. Les disques durs sont à peu près les mêmes, les barrettes mémoire sont les mêmes, tout est relativement similaire. Alors à un serveur, tu vas mettre des choses peut-être un petit peu meilleure qualité pour réduire les pannes, mais c'est extrêmement comparable. Et un disque dur que tu as chez toi, ça consomme comme une ampoule basse consommation, ça consomme 5-6 watts. Ok. Donc en fait, et ça peut stocker. Moi, les mails de toute ma vie, alors même à une époque, alors à une certaine époque, on faisait beaucoup moins de mails qu'aujourd'hui et on avait beaucoup moins de gros documents, mais toute ma vie en mail tient sur 45 gigaoctets. Donc ça, un disque dur d'aujourd'hui, il te stocke, que je dise pas de bêtises, 100 fois ça, facile. Donc pour 5 watts, en fait, j'ai 100 fois j'ai la vie de 100 personnes comme moi en mail qui est stockable et en ligne. Juste le disque. Je ne vais pas compter le serveur, mais le serveur, normalement, les gens qui gèrent des systèmes de stockage ne vont pas mettre un disque par serveur. Donc, ils vont y avoir des systèmes de stockage spécialisés avec beaucoup de disques. Donc, en gros, l'usage que moi j'ai au niveau mail tient en beaucoup moins de 5 watts. D'accord. C'est une consommation électrique infime quand on accumule ça entre serveurs, qu'on mutualise ça au maximum. Le serveur lui-même, il va consommer un peu plus. Il va consommer moi j'ai un NAS chez moi, j'ai mesuré, il fait 60 watts. Donc c'est comme une ampoule ancienne mode, hein, les ampoules incandescence. Donc c'est pas négligeable, mais c'est pas colossal non plus. Un serveur d'entreprise, s'il atteint les 200 watts, c'est vraiment la fin du monde. Hein, maintenant. Ouais. Et on a des machines aujourd'hui tellement puissantes en fait que un ordinateur qu'on a sur notre bureau ou même un téléphone a la capacité d'un serveur de mail d'il y a 20 ans et il peut faire la même chose. Ce qui coûte cher dans le mail aujourd'hui, c'est l'anti-spam, donc traiter les spams, essayer de les identifier, de les trier, ça peut être un peu coûteux, et les antivirus. Ok. Ça, c'est des traitements un peu complexes. Le mail, la transmission des mails en lui-même, c'est rien. C'est vraiment quelque chose de très, très, très peu coûteux. Et donc n'importe quel PC de bureau d'aujourd'hui pourrait traiter les mails d'une entreprise de taille moyenne. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc c'est vraiment des impacts assez faibles. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a tout un tas d'impacts qui sont variables suivant les équipements et les logiciels que tu utilises. Il y avait une anecdote qui circulait au début d'Internet, enfin au semi-début, quand Microsoft a commencé à rentrer dans le jeu. Ils ont racheté un fournisseur qui s'appelait Hotmail, ouais. Et qui tournait sous des Unix libres en fait. Et Microsoft a voulu mettre Windows à la place. Donc l'anecdote dit que de sources internes qui ont travaillé là-bas, dit que comme ils ont remplacé le système d'exploitation et que Windows était beaucoup moins bien conçu pour gérer le courrier électronique, ils ont dû multiplier par 3 le nombre de serveurs en fait. Okay. À service égal, ils ont triplé le nombre de serveurs. Donc en fait, on voit il y a tout un tas de choses très difficiles à calculer en fait, mais à la fin, même mal utilisé, un PC de bureau basique peut gérer énormément de mails. Ok. Voilà. Donc à la fin, même si on a un impact là-dessus, il est relativement faible et il n'y a pas de quoi s'affoler, quoi.
Et on a eu les mêmes genres de discussions sur le streaming. Il y a eu des erreurs d'analyse d'ailleurs sur le streaming qui a été comparé à un four électrique, un visionnage streaming comparé à la consommation d'un four électrique. Donc, four électrique, tout ce qui chauffe, ça consomme énormément d'électricité. C'est de l'énergie pure en fait, quasiment. Donc en fait, on peut, de manière intuitive, on peut inverser la chose. C'est-à-dire que quand tu utilises un ordinateur, en fait, l'énergie, ou un équipement numérique en général, l'énergie qu'il consomme se ressort directement en chaleur. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie pour le calcul proprement dit. Le calcul provoque de la chaleur parce que ça fait tourner des transistors, enfin ça fait fonctionner des transistors, des résistances, un circuit électrique en fait. Mais à la fin, ça donne de l'effet Joule, donc de la chaleur. Ouais. C'est l'effet Joule. Et donc en fait, si ton ordinateur consomme 50 watts, ça veut dire qu'en fait, tu as un radiateur qui fait 50 watts chez toi. Donc en hiver, tu peux te chauffer avec ça et en plus, en hiver, tu y gagnes en fait. Parce que c'est pas la peine d'éteindre ton ordinateur si tu as un radiateur électrique à côté. Tu gagneras rien en fait, tu économiseras aucun courant. Le radiateur va compenser l'absence de l'ordinateur en le chauffant un peu plus. Si tu te chauffes au gaz, c'est encore mieux parce que ça veut dire que tu vas avoir du chauffage électrique qui sera moins carboné. Donc voilà, il faut relativiser tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur le courrier électronique Là, tu parlais aussi de streaming. Ouais, le streaming. Sur la vidéo, est-ce que aussi, par exemple, ça change quelque chose de regarder une vidéo sur YouTube, par exemple, en 4K, par rapport à regarder une vidéo en 1080p ou en 720p? Alors ça va changer un petit peu, surtout sur ton terminal. La taille de ton écran a de l'importance. Par exemple, si tu regardes sur un téléviseur, les très gros téléviseurs, ça peut consommer 200 watts. En fait, c'est l'éclairage de l'écran qui consomme le plus, en fait. Plus ton écran est grand, plus il faut l'éclairer, donc plus il faut d'énergie pour l'éclairer. Ton téléphone, il va consommer très peu. Ton téléphone, l'éclairage, ça va être 1 ou 2 watts. Donc 100 fois moins qu'un téléviseur, en gros. Et maintenant, tu as des téléviseurs intermédiaires. Il y a eu beaucoup de progrès sur les téléviseurs aussi. Donc, je sais que moi, j'ai mesuré mon téléviseur, il fait 80 watts. Ce qui est con, c'est que quand je le mets en veille, il consomme encore 15 watts. Ouais. Donc, il y a encore des optimisations à faire sur les mises en veille des équipements. Le coût des chargeurs de téléphone qu'on laisse brancher, là, c'est terminé. Il y a plus de chargeurs qui consomment beaucoup à vide de ce côté-là. En veille, tu dirais que c'est combien un chargeur de téléphone qui est branché? Maintenant, c'est inférieur à un dixième de watt. Ah oui, ok. Au pire, un demi-watt, quoi. Voilà. Okay. Et là, c'est pareil, tu peux le sentir s'il chauffe, en fait. Tu peux sentir sur ton chargeur que si tu charges ton téléphone, si ton téléphone est complètement vide et que tu le charges à fond, ton chargeur, souvent, de téléphone va chauffer un peu. C'est là que tu peux d'ailleurs différencier un bon chargeur d'un mauvais chargeur, c'est que le bon chargeur va moins chauffer. Okay. Parce que là, c'est de l'énergie qui est perdue dans le chargeur et qui ne sert pas à charger ton téléphone. Après, tu as des histoires de surface surface de dissipation, on appelle ça. Donc plus ton chargeur est petit à énergie équivalente, et plus un objet est petit pour diffuser une certaine énergie, et plus il va être chaud. D'accord. Donc, voilà. Il y a des compromis à faire là-dessus, mais en gros, tu peux voir que si ton chargeur est débranché, il va pas chauffer en général. Par contre, s'il charge ton téléphone pleine balle, il va être sensiblement chaud au toucher. Ça sera pas brûlant, mais ça sera légèrement tiède en fait. Donc c'est pas une énergie colossale, mais tu vois qu'il y a un peu de perte dans les équipements, et c'est des choses que les électroniciens essayent de réduire. Voilà. Ok. Mais alors du coup, tout à l'heure tu parlais des data centers. Le problème, la grosse consommation en énergie dans le numérique, elle vient des data centers ou elle vient de quoi? Les data centers, oui, on estime que les data centers représentent environ 25%, je crois. C'est variable parce que c'est compliqué à évaluer. Déjà, les data centers d'aujourd'hui, ils sont très efficaces, donc ils concentrent énormément d'équipements. Pourquoi on en est là? C'est parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a une facilité dans les data centers. On amène des liaisons fibres en masse dans les data centers. Donc tu poses ton serveur dans un data center. Tu peux avoir, en claquant des doigts, tu as 10 opérateurs majeurs pour pas cher qui viennent te vendre du trafic. Si tu veux, comme on le faisait autrefois, on prenait des liaisons, on faisait tirer des liaisons haut débit vers des data centers d'entreprise, qui souvent étaient des petits data centers opérés de manière moins efficace. Et ces petits data centers ont tendance à disparaître avec le cloud, et les gens vont migrer
leur système, soit dans des data centers mutualisés, on appelle ça de la colocation, soit même dans des services où ils gèrent même plus le serveur, donc chez des hébergeurs de machines ou chez des gros fournisseurs de cloud. Voilà. Donc ça peut être plus efficace, mais du coup ça donne des impressions de concentration colossale d'énergie et de moyens, qui sont réels, hein, mais il faut voir derrière le nombre de personnes servies en fait. Il y a des millions de personnes derrière, d'utilisateurs comme nous, qui utilisent ces services-là. Et donc voilà, il faut faire la balance entre la concentration apparente qui est réelle et le nombre d'utilisateurs apparents qui est beaucoup plus difficile à évaluer, parce que dans un data center en colocation, le gérant loue des espaces de rack, hein, des armoires pour installer des serveurs, mais il sait combien d'électricité va être consommée, mais il ne sait pas du tout ce qui se passe sur les serveurs. Il ne sait même pas quel est le trafic qui a été diffusé, parce que tu vas avoir 10 opérateurs avec des liaisons privées, tu peux pas savoir quel est le trafic qui est généré par ça. C'est quasiment impossible. Et tu peux encore moins savoir à quoi servent les équipements. Okay. Donc c'est très difficile d'avoir des chiffres là-dessus. Donc on peut voir le chiffre agrégé. On sait que le data center consomme X mégawatts d'énergie. Donc c'est similaire à un TGV à pleine puissance, hein. Donc c'est de la grosse consommation quand même, mais c'est pas non plus énorme. Voilà, un TGV à pleine puissance, ça transporte des gens et ça consomme aussi de l'énergie, et ça a un service utile. Voilà. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce que tu pourrais recommander pour une personne lambda qui n'est pas trop renseignée sur tous ces sujets, mais qui veut faire attention à sa consommation en énergie? Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Il y a un défi que la majorité des entreprises rencontrent, c'est le fait d'être submergé par les messages et d'avoir du mal à y répondre rapidement. Et Crisp, c'est la solution à ce problème. En centralisant tous vos canaux de communication au sein d'une même plateforme, en automatisant des réponses avec des chatbots et en créant une base de connaissances pour rendre vos clients autonomes, Crisp vous assure que chaque personne se sente entendue et aidée en un rien de temps. Et si vous souhaitez savoir ce qui rend Crisp vraiment spécial, voici quelques arguments. Des tarifs super attractifs avec une offre gratuite pour ceux qui se lancent, une adaptabilité à tous les secteurs d'activité, et pour couronner le tout, c'est du Made in France. Alors si vous souhaitez transformer votre relation client et offrir une expérience hors norme, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Alors, moi je dirais surtout, il faut faire attention à sa consommation en matériel. Alors parce qu'en France, au niveau l'urgence actuelle environnementale principale, c'est de décarboner. Donc d'émettre le moins possible, de réduire l'impact carbone, donc le CO2 qu'on émet, qui se retrouve dans l'atmosphère, qui provoque du réchauffement climatique. En France, on a de l'énergie peu carbonée. On ne peut pas faire beaucoup mieux que ce qu'on fait. On est un des pays les meilleurs au monde en matière d'énergie décarbonée, grâce notamment au nucléaire, un peu à l'hydroélectricité. Donc il y a deux crans en fait. Déjà, le numérique n'utilise pas tant d'énergie que ça. Il utilise à peu près, je crois, 10% de l'électricité en France. Et l'électricité contribue pour 12% au carbone émis en France. Ça veut dire que le numérique participe pour 1,2% en gros au CO2 émis en France par l'énergie, donc transport, chauffage, voitures, bâtiments, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts dans le numérique, au niveau économie de consommation, hein. Mais ce n'est pas le sujet majeur à mettre en avant. Par contre, ce qu'il y a, c'est que donc côté consommation en France, c'est pas le plus brûlant pour nous, mais par contre, il faut faire attention au renouvellement du matériel, parce que le matériel est coûteux à produire. Il utilise des ressources qui ne sont pas forcément disponibles en quantité illimitée. Donc certains matériaux dans les téléphones, notamment pour les écrans, les capteurs d'accélération, des choses comme ça, il y a ce qu'on appelle des terres rares. Donc des métaux qui peuvent coûter assez cher à extraire. Pour en avoir 1 gramme, tu vas devoir avoir une mine tu vas devoir trier des centaines de kilos, voire des tonnes de terre. Donc ça peut avoir un impact assez élevé sur des mines, mais c'est pas non plus. Ouais, puis c'est tout le fonctionnement de cette mine en plus de ça. Après il y a le fonctionnement de la mine, mais après il y a aussi des mines de charbon à ciel ouvert en Allemagne pour faire de l'électricité qui sont pas. Voilà, je dis pas que les mines c'est bien, il faut faire attention, mais il faut relativiser là aussi les impacts. Il y a des choses qui sont mises en avant plus que d'autres et pas forcément à bon escient. Donc il faut essayer de garder son matériel le plus longtemps, et essayer de le faire réparer quand on peut.
Alors, c'est pas évident parce que là, j'ai un téléphone qui a presque 5 ans. L'écran est fêlé, donc ça marche encore, mais la batterie est mourante. J'aimerais bien le faire changer, mais ça va me coûter pratiquement aussi cher qu'un téléphone neuf de la même gamme, en fait. Donc, il y a une aide maintenant, il y a une aide d'État pour baisser le coût de réparation, ce qui favorise quand même la réparation. Il y a une aide de 25 €, je crois, suivant la nature de la réparation. Mais c'est quand même bien d'essayer d'utiliser ces équipements le plus longtemps possible et de pas jeter un équipement qui peut encore servir. Les opérateurs de télécom le font parce que quand tu as des gros équipements de télécom type routeur, ça a une bonne durée de vie en fait. C'est des équipements très modulaires. Donc une fois que ton équipement est insuffisant en capacité pour ton cœur de réseau, là où il y a le plus de trafic, tu peux le mettre un peu plus loin du bord en fait. Tu le mets vers des zones du réseau moins chargées, parce que le réseau, il n'est pas chargé de manière uniforme. C'est comme la téléphonie mobile. Il y a eu les grands débats sur la 5G. La 5G, c'était fait pour désaturer le réseau dans les zones très denses, comme en ville, où là, tu ne peux pas installer plus d'antennes 4G. En plus, les riverains ne sont pas forcément d'accord qu'on installe des antennes sur leur immeuble. Donc, à un moment, tu arrives à toper les capacités 4G, donc tu mets de la 5G sur des endroits bien choisis, localisés, et tu vas pas la mettre en campagne. Par contre, ton équipement 4G que tu démontes en ville, tu peux aller le mettre dans une région en campagne où la capacité est suffisante. Bon, nous, on peut faire pareil. En fait, une entreprise peut faire pareil, déplacer ses serveurs, recycler ses PC. Il faut organiser des circuits de recyclage sur les ordinateurs. Je sais que c'est pas évident parce qu'effectivement, il y a un renouvellement du matériel. Moi, j'ai déjà, pour mon activité, j'avais acheté des serveurs d'occasion il y a 10 ans. Je les ai usés jusqu'à la corde, en fait. Et quand j'ai voulu les donner, alors c'est des serveurs, c'est pas le truc qu'on met sur un bureau, donc c'est pas d'une utilisation fantastique, mais ça n'a pas une capacité de recyclage n'importe où, disons. Mais ça n'intéressait personne, en fait. Parce que le truc était complètement dépassé au point de vue capacité. Donc c'est pas évident. On peut récupérer les composants. Le PC, ce qu'on peut faire aussi quand on a des PC, notamment de bureau, des PC perso, c'est que l'architecture PC est super modulaire. Donc un PC, tu peux changer ta carte graphique quand on a marre de ton ancienne, elle va pas assez vite, ou elle est en panne. Tu peux changer ton écran, tu peux changer ta RAM. Quand tu as un PC, typiquement, des fois on a des PC qui se mettent à ramer. Il y a deux choses faciles à faire sur un PC. Tu changes des barrettes de RAM pour mettre plus de mémoire, parce que ça c'est un effet immédiat. La mémoire vive d'un PC, c'est ce qui fait le fonctionnement rapide primaire, disons. Si tu la doubles, tu vas aussitôt constater une accélération parce que toutes les lectures disques vont être stockées en mémoire pendant ton utilisation, donc tu vas automatiquement, et tu vas pouvoir faire démarrer plus de logiciels en même temps, donc tu vas directement avoir un meilleur fonctionnement de ton PC, donc tu vas lui donner un petit coup de jeune rien qu'avec ça. Et une autre chose qui marche super bien, c'est de changer les disques durs, les vieux disques durs qu'on avait là, les disques durs mécaniques, par des disques durs statiques, les solid state, les SSD. Ok, ouais. Alors, il y en a deux modèles maintenant. Il y a les disques au format ancien, un petit peu type plaquette. C'est les SSD SATA, ça s'appelle. Ça va déjà beaucoup plus vite qu'un disque statique. Et en plus, ça fait moins de bruit. Ça doit consommer probablement moins d'énergie. Donc, c'est win-win. Si ton vieux disque est lent... En plus, les disques mécaniques ont tendance à tomber plus en panne. Donc là, ça t'accélère aussi ton PC. Il va être plus silencieux quand il va démarrer. Il va démarrer plus vite. Ça, c'est vachement cool. Maintenant, tu as les barrettes de disques NVMe, ça s'appelle, c'est la dernière génération. Ok. Que tu peux installer directement dans les cartes mères récentes. Ça prend aucune place et ça va encore plus vite. Et donc, c'est ça aussi pour rénover un PC ancien. C'est génial. Donc, faut vraiment profiter au maximum de l'architecture PC. Et je pense que si tu trouves un bon magasin de réparation, évidemment, tout le monde peut pas faire ça parce que c'est un peu technique quand même. C'est pas ultra compliqué. On apprend ça assez vite. Il y a des tutoriaux YouTube, mais c'est pas forcément donné à tout le monde de bricoler son PC comme ça. Mais il y a des magasins de réparation qui peuvent t'aider à te donner des conseils pour éviter d'avoir à changer ton PC à tout bout de champ, quoi. Voilà. C'est ce que font les acteurs sur le marché du reconditionné, en fait, au final. Oui. Alors, reconditionner PC, je sais pas si ça se fait beaucoup. Sur les téléphones, ça se fait, oui. Alors, sur les téléphones, tu as la même idée,
qui apparaît. Le problème des téléphones, c'est que tu as intérêt à avoir des téléphones non démontables parce que ça coûte moins cher à fabriquer, donc moins cher à vendre. Donc, d'une certaine façon, ça réduit l'impact environnemental. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué à réparer soi-même. Tu veux changer la batterie, tu galères. Il y a des tutoriaux YouTube, mais faut avoir le... Je l'ai fait une fois ou deux pour mes téléphones. Il faut avoir le cœur bien accroché quand tu n'as pas l'habitude. Hein. Même quand tu as l'habitude de bricoler, tu peux briser l'écran en faisant ça. C'est pas donné à tout le monde. Mais maintenant, tu as des téléphones qui vont coûter un petit peu plus cher parce qu'ils ont un peu plus de connecteurs, etc., comme le Fairphone. Ils sont un peu modulaires comme un PC, donc là c'est pareil, tu veux changer tel élément du truc parce qu'il est en panne, tu changes juste le petit module qui va bien. Alors c'est pas forcément, ça peut coûter un peu cher, mais le téléphone est beaucoup plus facile à démonter, c'est beaucoup plus accessible à tout le monde. Ok. Donc il y a une modularité. La modularité n'est pas, c'est pas forcément la panacée parce que à la fabrication, ça te donne des équipements un peu plus complexes. Tu vas avoir des connecteurs en plus là où tu n'en aurais pas dans un système non modulaire. Donc tu vas perdre un petit peu en complexité supplémentaire, un peu plus coûteux, mais sur le long terme, ça peut être vraiment bénéfique.